Rachid qui a démarré il y a 13-14 ans, c'est pas Rachid d'aujourd'hui. Ils sont au Maroc, partent en France, et ceux qui sont en France partent à la Silicon Valley. Écoutez, c'était là, je veux dire des choses en avant-première, parce que personne ne connaît un peu la source. Allez, je cherche un développeur, j'ai une cinquantaine, une soixantaine de candidats qui peuvent faire l'affaire. Aujourd'hui, si j'arrive à avoir un ou deux qui peuvent faire l'affaire, c'est un peu compliqué. Du coup, ça m'a fait que mûrir sur pas mal de parcours un peu dans ma vie et dans ma carrière. Il y a 13 ans, on était dans un petit local d'une cinquantaine de mètres carrés avec 3-4 personnes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet entretien consacré à IT Road Group. L'entreprise s'impose en effet comme un partenaire de choix pour accompagner la révolution technologique que l'on vit actuellement. Fondée en 2012, cette société de conseil et de services informatiques a su s'imposer via une expertise technique pointue et une approche innovante qui allie proximité client et déploiement à l'international, notamment en France, au Maroc, en Tunisie et au Moyen-Orient. À la tête de ce groupe, on retrouve Rachid Ressani. Bonjour. Bonjour. Vous avez mis votre expertise et votre maîtrise des enjeux liés à la gouvernance IT, à la cybersécurité et à la digitalisation au service d'IT Road Group pour en faire aujourd'hui un acteur reconnu capable de produire régulièrement des solutions adaptées aux besoins évolutifs des entreprises. Pour commencer, racontez-nous comment cette aventure a débuté. Déjà, merci Wadir de me recevoir. Ça fait un plaisir d'animer un peu cette interview avec toi. Alors, le parcours d'IT Road et mon parcours principalement s'inscrit dans une logique un peu comment dire, classique, comme toutes les personnes ayant voulu entreprendre à un certain moment. Du coup, après une dizaine d'années de travail dans la région parisienne, principalement à Paris, et après plusieurs passages, un peu de banque finance, un peu d'édition de logiciels, etc. Le destin m'a ramené vers un acteur qui était plutôt dans les investissements, et dans les investissements offshore principalement, où j'ai entrepris avec cet acteur-là pas mal d'expériences autour de l'investissement, de l'offshoring, de la digitalisation outsourcée. Et après 3-4 ans avec cet acteur-là, et après plusieurs créations de filiales à droite et à gauche, un peu partout en Europe, même en Asie, à un certain moment, il y a eu l'idée d'entreprendre quelque chose, pour moi principalement. Et naturellement, j'ai réfléchi par rapport à ma terre natale et par rapport à là où j'ai démarré ma carrière en général, et j'ai fait une bonne partie de mes études. Et ce qui m'a ramené au Maroc pour lancer effectivement cette expérience et cette entreprise. Quelque chose d'intéressant dans votre parcours et qui peut aussi inspirer ceux qui se posent actuellement la question, soit de poursuivre dans le salariat ou de se mettre à leur propre compte et développer leur propre projet, c'est le moment où le déclic se produit. Parce qu'on y pense tous à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qui a fait que chez vous, vous avez à un moment donné sauté le pas ? Écoutez, c'était là, je vais dire des choses en avant-première, parce que personne ne connaît un peu la source. Moi, j'ai effectivement, à un certain moment, j'étais responsable des opérations offshore d'un fonds d'investissement qui a opéré dans l'outsourcing autour de la production numérique, plus orientée presse digitale. Et mon rôle, c'était un peu de faire ce qu'on appelle du cost saving à l'époque, c'est de prendre une partie des développements et des réalisations qui sont autour du numérique, bien sûr, qui étaient faits dans la région parisienne pour des contraintes de coûts, de rationalisation et d'optimisation. Chercher d'autres terrains un peu plus prospères, avec un même niveau de delivery, un même niveau de qualité, etc. Du coup, j'avais fait effectivement pas mal de structures. J'ai lancé une structure à Bucarest en Roumanie, une autre en Pologne, une expérience au Cambodge aussi, on a outsourcé pas mal de choses, une en Tunisie. Et toujours via cet acteur-là et ce fonds-là, il y a eu l'idée de lancer quelque chose au Maroc. Et du coup, moi, j'étais naturellement le candidat légitime pour driver un peu le projet. Du coup, c'est des choses qui étaient faites. Sauf qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de choses, entre-temps des reventes un peu de cet acteur-là vers d'autres acteurs, qui avaient une stratégie un peu différente. C'est-à-dire, au lieu de outsourcer, ils voulaient plutôt réoutsourcer un peu l'existant et remettre un peu l'existant sur la région parisienne.
Et j'avais le choix, soit de continuer avec eux l'aventure en réintégrant un peu tout ce qu'on a fait durant quelques années en matière d'outsourcing, soit de prendre le lead et de continuer l'aventure telle que moi je l'avais imaginée. Ben, je me suis penché sur la deuxième alternative, sachant qu'elle était la plus risquée. Et c'est là où j'ai eu l'idée d'entreprendre de manière assez autonome l'expérience et de voir un peu ce que ça va donner. Et c'est là où je me suis vraiment lancé dans les années 2011-2012 à peu près. Exactement, la fondation d'IT Road Group, c'est 2012. Le créneau également que vous avez choisi, il n'était pas évident. On est dans un créneau qui est en mutation, en perpétuelle évolution. Surtout, on a vu, on en parlera dans un instant, comment les choses se sont accélérées. Là aussi, le choix des services autour de l'IT, comment est né le projet? D'autant plus, ce n'était pas exactement le cœur du métier que vous exerciez auparavant. Ouais, ouais. Alors, le choix du service, l'offre de service global, etc., ça suit un peu la logique et le mindset du fondateur. Moi, j'avais un parcours assez diversifié. J'étais un techos à la base. Hein. J'ai un diplôme d'ingénieur en technique. Je connaissais la technique par cœur. J'ai fait beaucoup de technique. Et à un certain moment, j'étais amené à gérer des portefeuilles, des programmes de transformation, des projets sur des contextes assez diversifiés. Comme je t'ai dit, j'ai fait de la banque finance, j'ai fait de l'assurance, j'ai fait de l'industrie, j'ai fait des médias, etc. Ce qui m'a donné un peu une vision un peu globale sur la manière comment ça marche et la manière comment on transforme sur des sujets assez intéressants et assez importants. Du coup, quand j'ai voulu concevoir un peu l'offre de service du groupe, je suis resté un peu dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que faire quelque chose que moi je maîtrise et que j'ai eu comme parcours. Et c'est dans ce sens-là où petit à petit, de manière complètement naturelle, on a bâti pas mal de business units. Et chaque business unit couvrait une partie de notre expertise et une partie de notre savoir-faire. Le démarrage, c'est vraiment le moment le plus fatidique, le plus crucial dans la création d'une entreprise, dans une aventure entrepreneuriale. Comment se sont passés les premiers mois d'IT Road Group? On est en 2012, il y a 13 ans. Alors en 2012, il y a 13 ans, on était dans un petit local d'une cinquantaine de mètres carrés avec 3-4 personnes, dont quelques-uns ils sont toujours avec moi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein. Et avec une expérience un peu inconnue, on ne sait pas le destin vers où il va nous ramener. Du coup, on a démarré cette période-là. 4-5 ans après, on était plutôt une structure qui était à taille humaine, on était une cinquantaine de personnes. C'est vrai que les premières années, c'était des années où on a fait principalement de l'offshore. On avait un chiffre d'affaires 100% offshore qui venait principalement de l'international et qui consistait à l'époque de mettre en place ce qu'on appelait des centres de services. Des centres de services de développement, des centres de services d'infogérance, avec des expertises un peu de delivery assez pointues. On n'était pas dans le conseil, on était dans la gouvernance, on n'était pas dans l'architecture, dans la strat, on était vraiment dans le delivery, dans la transformation à l'époque. Hein. Et on a démarré avec ça pendant 4-5 ans, 6 ans, jusqu'à ce que j'ai pu un peu plugger petit à petit l'ensemble des BU en intégrant du conseil 360, de la gouvernance, de la strat, ce que j'ai fait un peu chez les différents acteurs dans mon expérience un peu salariale. L'autre challenge que vous avez dû relever, en plus du fait de vous mettre à votre compte, c'est de quitter un territoire que vous connaissiez, même si vous étiez amené à vous déplacer beaucoup à l'international et de vous implanter ici au Maroc. Quels sont les défis que vous avez dû surmonter? Est-ce que ça a été aussi facile que vous l'imaginiez ou plus compliqué? Alors c'était pour moi aujourd'hui, après réflexion, parce que je pense souvent à c'était complètement naturel. Et c'était quelque chose que je n'ai pas du tout senti jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que j'étais dans une position de confort chez un grand groupe avec de très bonnes conditions, avec un grand périmètre, des gros budgets, etc. Mais cette expérience, cette fibre entrepreneuriale, à un certain moment, quand elle t'atteint, c'est parti. Tu laisses un peu tout de côté, tu pars un peu dans l'inconnu. Et c'est ce qui rend les choses assez sympas, assez agréables. Et tu crées, tu innoves, tu construis, il y a des choses qui ne marchent pas. Et au fur et à mesure, ça crée de la valeur, tu retiens des leçons, tu réajustes et tu continues ton parcours normal. Et l'implantation au Maroc en particulier? L'implantation au Maroc, c'était naturel. J'ai créé la structure, effectivement, après, parce qu'au départ, l'idée étant de la créer avec l'acteur concerné.
Par la suite, ça s'est pas fait pour plusieurs raisons. Du coup, j'ai décidé de le faire moi-même. Et j'ai démarré from scratch, depuis zéro. Je suis parti en France, j'ai essayé de chercher des partenaires, des clients, et ça a démarré. Et ça a donné, très rapidement, même plus rapidement que ce que j'espérais. Et ça a permis de démarrer une belle histoire qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors cette histoire, comment est-ce que vous pourriez la définir sur le plan des services qui sont proposés par IT Road Group? Si on devait déployer cette palette, sur quel point vous insisteriez? Bah, c'est une expérience entrepreneuriale magnifique, vraiment magnifique au vrai sens du terme. C'est quelque chose qui peut se produire pour n'importe quel individu qui a la niaque pour sa carrière, pour son pays, pour l'avenir un peu de la tech, et qui doit être, à mon sens, tenté et testé par le maximum possible de personnes, parce qu'on y apprend beaucoup. Là, j'ai démarré il y a 13-14 ans, c'est pas Rachid qui a démarré il y a 13-14 ans, c'est pas Rachid d'aujourd'hui. J'ai retenu pas mal de choses, j'ai changé sur pas mal de dimensions. Du coup, ça m'a fait que mûrir sur pas mal de parcours un peu dans ma vie et dans ma carrière. Quant à la palette des services que vous proposez désormais? Alors, on a essayé effectivement à chaque période d'adapter un peu notre offre de service par rapport au contexte marché. Ce qu'on proposait il y a 15 ans, c'est pas ce qu'on propose aujourd'hui. La techno il y a 15 ans, c'est pas la techno d'aujourd'hui. D'autant plus qu'aujourd'hui, le contexte il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus imminent et instantané. La techno sort aujourd'hui et demain, peut-être elle est orpheline et sert plus à rien. Du coup, on a essayé effectivement de modéliser des offres de services en phase avec le marché. C'est vrai qu'on s'inspirait beaucoup de ce qui se passait un peu à l'international, parce qu'on est resté un peu focus aussi sur l'international. Et on adaptait par rapport aux besoins de l'écosystème local, l'écosystème national, les nouvelles tendances. Et on a essayé au fur et à mesure d'offrir des services qui sont vraiment compatibles et conformes à ce que l'écosystème marocain souhaite, à ce que l'écosystème aussi international le souhaite par rapport à nos clients étrangers. Et on est resté vraiment focus sur ça. Comment on peut répondre à nos clients de la manière la plus optimale possible, comment on peut leur créer de la valeur, même parfois au détriment de nos indicateurs un peu classiques d'un point de vue commercial et marketing. Et aujourd'hui, quels sont justement les leviers qui font la force d'IT Road Group dans le contexte actuel où on est en pleine mutation et transformation digitale et numérique? Alors aujourd'hui, IT Road reste aujourd'hui parmi les acteurs marocains qui sont en capacité d'accompagner un client de bout en bout, c'est-à-dire des clients qui ont de la maturité sur de la tech. IT Road peut leur mettre à disposition des expertises et des prestations vraiment à fort niveau de maturité et les accompagner un peu dans leur réflexion de manière assez pointue, assez profonde. On est l'un des acteurs qui sait se poser avec le client, réfléchir avec lui, définir des feuilles de route, des strates, des roadmaps, des vraies roadmaps ou des feuilles de route de transformation de bout en bout, en partant un peu d'un contexte initial, quel que soit son niveau. Et on est aussi en capacité d'accompagner des clients à fort enjeu de transformation. C'est-à-dire aujourd'hui, on accompagne des structures qui ont un niveau de transformation assez important, assez pointu, assez critique. Et on est en capacité de mettre en place des squads, des organisations, des équipes qui sont en phase avec cette logique-là, qui peuvent s'adapter à la criticité, à la dimension de masse et de délivrer à l'échelle, et qui peuvent produire de manière assez rapide. Vous l'évoquiez, votre lien avec l'international, ne serait-ce que pour déjà voir quelles sont les tendances. Vous avez senti à quel moment le besoin aussi de vous déployer, de grandir? Vous êtes implanté en France, bien évidemment au Maroc, en Tunisie également. J'imagine que c'est le lien que vous avez pu nouer au cours de votre aventure professionnelle précédente, et dorénavant au Moyen-Orient. Exactement. Alors aujourd'hui, on a une vision assez transverse. C'était naturel qu'on garde un peu un pied-à-terre européen, parisien, parce que effectivement, historiquement, moi j'ai eu un passage là-bas, j'ai fait une bonne partie de ma vie là-bas et ça m'a beaucoup servi.
Le Maroc, pour nous, c'est notre terre natale, c'est la nation qui nous a tout donné, hein. Et c'est là où on a appris vraiment notre savoir-faire de base et avec lequel on a pu même se démarquer dans des contextes internationaux. Et c'est là où, euh, pour nous, on y croit en matière de transformation, hein. On voit d'ailleurs un pays qui se transforme de manière assez magique et qui devient l'un des leaders en matière de technologie, et c'est le cas d'ailleurs. Sur la partie Tunisie et même autre, parce on s'installe aussi au Moyen-Orient, on est en train d'explorer un peu ce qui se passe là-bas et on a une forte volonté de se développer aussi dans ces horizons-là. C'était plus pour une vision un peu de répondre à une problématique qu'on a et que tout le monde a au niveau de la technologie, c'est le capital humain. Aujourd'hui, on est dans une phase ou dans un écosystème où l'humain il est très important. La compétence IT, technique, numérique, elle est rare, il faut le dire. Du coup, et d'ailleurs c'était un de nos facteurs de succès, c'était toujours, on était en quête de recherche des talents et d'un capital humain qualifié qui est en capacité de délivrer avec nous au-delà de nos frontières. Du coup, l'expérience nous a ramené en Tunisie. On a créé un centre de delivery là-bas aussi, auquel on a outsourcé pas mal de projets qu'on avait, soit à l'international, soit même au Maroc, avec des entités privées ou publiques d'ailleurs. Et on a su un peu faire communiquer des écosystèmes tunisiens, marocains. Même au Maroc, on a aujourd'hui deux bassins. On a un bassin au niveau de la métropole casablancaise et on a un autre bassin au niveau de la région, au niveau du sud, à Agadir. On a un bon dispositif d'une trentaine de personnes qui délivrent de manière assez continueuse sur pas mal de projets qu'on a. Du coup, on a essayé un peu de connecter ces trois horizons, d'assurer un niveau de delivery, de faire face à cette dimension un peu de pénurie de ressources et de créer un écosystème intelligent, chose qui nous a servi par rapport à d'autres dans les moments où il fallait un peu se distinguer en matière de delivery et de savoir-faire. Justement, les compétences en la matière, elles sont rares, elles sont très prisées, elles se négocient parfois au prix fort. Comment est-ce que vous arrivez quand même à mener votre barque dans cet environnement parfois un peu hostile et à séduire des talents pour qu'ils puissent vous rejoindre dans votre aventure? Les choses se sont faites effectivement historiquement de manière assez naturelle parce il y a aussi le track record de ces personnes-là qui nous ont rejoints. Quand on voit effectivement des collaborateurs qui nous ont intégrés il y a 10 ans, on les voit aujourd'hui, on est fiers parce que ils sont restés avec nous, ils ont appris pas mal de choses et à l'issue de cette expérience-là, ils sont partis vers d'autres horizons et ils ont compris qu'ils étaient dans un cadre assez formateur, malgré qu'ils soient professionnels, mais il était très très formateur. Et on a su développer une fibre où on pouvait prendre des lauréats, des jeunes diplômés et les rendre au bout de quelques années des experts pointus reconnus dans la thématique où ils intervenaient avec nous à cette période-là. Et c'est ce qui tentait un peu, parce qu'en sortie d'école, les gens voient effectivement les contextes où ils vont apprendre le maximum, ils vont apprendre des choses et ils vont au bout, et ils se projettent aussi par rapport à des lauréats qui ont fait les mêmes parcours, les mêmes écoles. Ils voient un peu la personne qui a fait telle structure au bout de 5 ans, qu'est-ce qu'elle est devenue, et une autre, qu'est-ce qu'elle est devenue. Et sur cette base-là, on a trouvé tout un engouement de ressources de manière assez naturelle qui venait à chaque fin d'année, à chaque promotion. On recevait du monde, des entretiens, on prenait de manière assez régulière. Quel est le profil de ces compétences et quelles sont principalement leurs missions? Aujourd'hui, on a un peu de tout. On a des bac plus 5, des bac plus 3, des bac plus 2. On a des profils qui sont dans la strate, dans la réflexion autour de la gouvernance, de la transformation. On a des profils qui développent, qui conçoivent, qui transforment. On a des profils qui codent de manière assez massive. On a un peu de toutes les... On essaie effectivement d'adresser toutes les catégories parce que notre savoir-faire, nos business units, notre positionnement aujourd'hui exige d'avoir
cette catégorie un peu diversifiée de profils. Du coup, on n'est pas fermé, on a même des lauréats d'écoles de commerce qu'on reconvertit sur de la tech, sur de l'IT, qui vivent ça de manière assez agréable, assez positive. Ce qui fait aussi la spécificité effectivement de votre société, c'est l'importance qui est accordée à la formation et l'intérêt que vous portez à la montée en compétence de vos ressources. C'est une vraie politique d'entreprise? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui même, on est partenaire avec pas mal d'établissements académiques, que ce soit des écoles d'ingénieurs, que ce soit des écoles de coding, des écoles même de bootcamp. On essaie pas que de prendre des profils de chez eux, mais de les accompagner durant tout le cursus et tout le cycle de formation. Parfois même, on intervient sur les programmes pédagogiques de ces établissements-là pour les mettre à jour, les rendre plus adaptés un peu à la logique du marché. Assurer des formations chez eux en interne, les accompagner en matière d'onboarding un peu de ces lauréats-là, de ressources, travailler beaucoup avec eux en amont avant même que les ressources atterrissent chez nous en stage pour définir les thématiques, etc. On a aussi une notion de partenariat produit assez avancée. On est partenaire de pas mal de produits à l'échelle internationale. On essaie effectivement de ramener ces expertises produits au sein des établissements académiques durant le cursus de formation pour qu'on puisse avoir des profils déjà qualifiés, déjà prêts à opérer sur des typologies produits avec lesquels on travaille avec des clients X ou Y. Cette approche, elle vous permet d'avoir un regard très pointu sur le contexte actuel, au regard des transformations qui existent dans le domaine du digital. Quelle appréciation vous portez sur ce que l'on vit aujourd'hui avec toutes ces mutations, avec toutes ces innovations technologiques, du point de vue des entreprises que vous accompagnez? À quoi est-ce qu'elles doivent prêter attention en particulier? Aujourd'hui, il y a plusieurs dimensions sur lesquelles on peut échanger là-dessus. Déjà, par rapport à la dimension technologique, si je me mets à leur place, il y a une diversité technologique comment dire, assez importante. Et parfois, ça met un peu l'entreprise en question, cliente, je parle de nos clients principalement, face à des dilemmes assez critiques en matière de choix, de priorisation des chantiers, etc. Et là, sur cette dimension-là, on essaie de les accompagner pour leur expliquer un peu les tenants, les aboutissants de chaque apport technologique, de chaque technologie, de chaque nouvelle tendance, qu'elle va réellement apporter, est-ce qu'elle va créer de la valeur, comment elle va s'adapter avec le business model en question de l'entreprise, est-ce qu'elle va réellement servir à adresser une de ces problématiques ou pas. Et là, on essaie vraiment d'apporter un peu cette casquette, un peu de conseil, avant même de passer à une phase de réflexion technique ou de transformation ou quelque chose dans ce sens-là. Après, il y a aussi, ça dépend des contextes, il y a le contexte privé, il y a le contexte public, il y a des enjeux un peu différents, il y a un vrai enjeu de numérisation, de digitalisation au niveau de la chaîne de valeur publique, au niveau de la chaîne de valeur citoyenne. Il y a un vrai objectif un peu de création de valeur de manière assez rapide et assez instantanée au niveau du secteur privé parce que c'est normal, il fait face à des contextes concurrents assez importants, que ce soit localement, que ce soit au niveau de l'international. Du coup, on essaie un peu de s'adapter à tous ces contraintes-là. Après, on reste quand même une PME marocaine, avec l'histoire d'une PME marocaine, avec tout un parcours auquel il faut peut-être savoir un peu gérer. Parce que on est dans une phase un peu de positionnement, un marché qui est assez structuré en même temps, mais assez serré, parce qu'il y a de la concurrence de manière assez importante. Il y a une histoire au niveau de chaque PME auquel il faudra prêter attention. Et il faudra considérer pour moi la PME comme étant le bébé de chaque entreprise cliente, parce qu'il faut la préserver. Parce que c'est grâce à cette PME-là qu'on pourra créer de la valeur, qu'on pourra créer de l'emploi, qu'on pourra se positionner de manière diversifiée à l'international, repositionner la marque nationale et créer de la valeur de manière assez globale au niveau des écosystèmes. Et dans ce contexte actuel, justement, vis-à-vis des entreprises clientes avec lesquelles vous traitez, quelle serait selon vous la clé pour qu'elles puissent réussir leur transformation digitale?
Bah, aujourd'hui, il y a effectivement cette volonté déjà de pouvoir entreprendre une vraie logique de transformation. Moi, je parle de ma part, 99% de nos entreprises et de nos clients qu'on accompagne day to day de manière assez quotidienne ont déjà cette fibre, on le sent, sinon on ne sera pas avec eux. Il y a une certaine maturité aussi de réflexion, une maturité stratégique, de positionner un peu leur orientation métier, leur orientation stratégique autour de la tech, autour du numérique, et considérer le numérique comme étant un facteur, un pilier essentiel en matière de transformation globale au niveau de la totalité de la chaîne de valeur métier. Ça, c'est important. Et par la suite, il y a toute la notion de sponsoring. Quand on trouve des boards très conscients, très connectés avec leurs problématiques métiers, et ils ont cette volonté-là d'intégrer la tech dans les alternatives un peu de solutions, là les choses deviennent beaucoup plus faciles et la transformation devient beaucoup plus rapide par rapport à d'autres contextes où on est dans cette conduite de changement, de cet onboarding pour présenter l'apport ou défendre un peu l'apport technologique avant même d'entreprendre des sujets de transformation. Dans ce créneau, peut-être plus qu'ailleurs, et il y a souvent des résistances au changement dues à l'émergence de nouvelles pratiques, de nouveaux outils, de nouvelles technologies. Comment on surmonte un obstacle comme celui-ci? Ben, déjà, c'est tout à fait naturel qu'il y ait de la résistance. Personnellement, je n'ai pas vécu des chantiers de transformation sans qu'il y ait de la résistance. Cette résistance vient de pas mal de facteurs, parce que quand on est habitué à faire une tâche pendant une dizaine, une vingtaine d'années d'une certaine manière, et qu'on vient à un certain moment avec la techno un peu expliquer qu'on va la faire en beaucoup moins de temps et avec beaucoup moins de ressources, c'est tout à fait naturel et légitime qu'il y ait de la résistance. Pas comment dire, pour une crainte un peu de réduction de périmètre, mais déjà une crainte aussi d'atteinte et d'aboutissement réel d'un résultat. Du coup, les gens préfèrent rester effectivement dans un enjeu un peu une chaîne de valeur classique, opérer comme ils avaient l'habitude d'opérer. Et si jamais il y a une intégration technologique, ça va se faire de manière assez progressive. Mais les choses changent. Les choses changent. Il y a aujourd'hui un vrai upgrade technologique au niveau des mindsets de la totalité de nos clients. Quel que soit le niveau de positionnement. Et on voit de plus en plus des gens qui ont une envie d'exploiter la tech dans leur usage quotidien beaucoup plus importante qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a cette prise de conscience, il y a cette dimension un peu de conduite de changement pour acculturer un peu au maximum l'écosystème interne, le capital humain interne, etc., pour qu'ils puissent apte à partir vers un usage digital, numérique, tech, IT, IA ou autre. Justement, l'IA, on ne parle que de ça depuis un peu plus de 2 ans. Est-ce que vous pensez qu'on n'est qu'au début de cette révolution et comment, selon vous, le développement de l'intelligence artificielle générative, notamment, risque de bouleverser le monde de l'entreprise de manière globale et de générer nécessairement des adaptations assez urgentes? Bah déjà, ça a bouleversé, hein. Ça a bouleversé entre le moment où ça a démarré aujourd'hui. On voit un vrai changement de philosophie, une vraie mutation. On était sur des métamodèles un peu génériques, classiques, sur lesquels les gens se posaient beaucoup de questions, beaucoup comment dire, d'interrogations. Aujourd'hui, on est plutôt sur des modèles assez fiables, assez structurés, qui sont disponibles partout. On peut produire et les recustomiser au niveau de nos écosystèmes locaux, comme ce qu'on a vécu technologiquement il y a 10 ans en matière de framework. Là, aujourd'hui, on a des frameworks qui sont prépackagés avec des usages assez intéressants sur des chaînes de valeur métier assez importantes, sur lesquelles les clients commencent à voir, à s'intéresser, à intégrer, à prototyper, à poker. Et là, nous, effectivement, on essaie de s'inscrire dans cette tendance-là. D'autant plus qu'on est légitime pour le faire, parce que en mettant en place ce qu'on appelait à l'époque des centres de services, maintenant des centres de compétences, des centres d'expertise ou des digital factories, on était toujours dans une logique de transformation massive.
sur la base d'un certain nombre de business cases, de business models, des cas d'usage assez structurés dont le client maîtrisait, etc. Aujourd'hui, on est sur la même logique, sauf qu'on est sur une vraie vision de transformation via l'IA. On essaie de chercher le composant le plus adapté, est-ce qu'il y a un LLM qui correspond à la problématique. S'il est là, on va le tester, on va le poker, on va voir quel est l'apport par rapport à une chaîne de valeur classique. Parfois même, on va investir sur la ressource qu'il a développée il y a 4 ou 5 ans pour lui donner ce vernis IA pour qu'il puisse lui-même opérer le changement et faciliter un peu l'intégration. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire quasiment maintenant, au moment où je parle avec tous nos clients. Et vous-même, vis-à-vis de ces bouleversements technologiques, comment est-ce que vous faites pour rester toujours à l'affût des innovations, des nouveautés et rester en phase avec les réalités du marché, quitte à devoir, comme l'impose votre activité, prendre de l'avance, anticiper sur certains changements? Déjà, étant un acteur un peu de la tech, on est légitimement dans cet exercice continu de recherche et développement. Du coup, ça rentre un peu dans notre quotidien. On a des équipes qui font que ça. On a même acté il y a 1 an et demi de transformer tous nos process internes au sein de l'entreprise en intégrant l'IA de manière assez globale et de manière majoritaire. C'est-à-dire que si on a des process aujourd'hui qui tournent de manière assez manuelle ou automatisée, on essaie de plugger une alternative IA qui va répondre à la même problématique. Alors on essaie toujours on est sur une logique de recrutement de capital humain massive aujourd'hui en matière de profil IA. D'ailleurs 50% des ressources qui nous intègrent durant cette dernière année principalement sont des lauréats data science, IA ou autres. C'est des lauréats qui savent tricoter de la data, exploiter l'IA, mettre des bridges, des mécaniques, poker des LLM, faire un peu tout ce que l'écosystème technologique qui nécessite l'IA exige au jour d'aujourd'hui, et on présente ça à nos clients. On a même des squads qu'on a intégrés, plugués 100% IA dans nos Digital Factory, de telle manière à paralléliser un peu les approches, et c'est quelque chose qui marche très 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 bien aujourd'hui. Autre enjeu, et non des moindres, celui de la sécurité, de la cybersécurité. Quelle place ça occupe dans votre activité, et est-ce que vous diriez que vos clients, que ce soit ici au Maroc ou à l'international, ont pris la pleine conscience, la pleine mesure des enjeux que cela soulève? Clairement, clairement. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, IT Road, il était l'un des acteurs pionniers en matière de cybersécurité. On était l'un des premiers partenaires de la DGCC. On l'a accompagné sur pas mal d'enjeux, pas mal de réflexions, pas mal d'audits cyber à l'époque. On parle des années 2015, 2016, même très très tôt, au moment même du lancement de la DGCC. Du coup, on était très conscient de la cyber. On était très conscient à plusieurs volets. On est l'un des acteurs qui adresse la cyber depuis toutes ses dimensions, c'est-à-dire on l'adresse d'un point de vue gouvernance, comment construire un référentiel cyber, un vrai système de management de la sécurité, comment on fait des plans d'audit, comment on entreprend une logique d'audit interne orientée cyber, et comment aussi on se dote d'outils techniques pour tester de manière continue nos applicatifs. D'ailleurs, il n'y a pas un applicatif aujourd'hui qu'on édite au niveau de l'usine, au niveau de toutes nos usines, sans qu'il soit pen-testé en interne avant qu'il soit livré à nos clients. Du coup, on a toute une batterie de produits, avec des collaborateurs internes, avec des partenaires. On a même des produits à une échelle de valeur citoyenne qu'on a produits de manière assez transverse, qui servaient un peu la nation de manière globale, auxquels on a introduit des concepts cyber assez avancés avant même de les mettre en go live, en production. Quels sont les périls les plus menaçants aujourd'hui en termes de cybersécurité pour une entreprise, d'ailleurs qu'elle soit dans le secteur IT ou autre? Il y a aujourd'hui la dimension de la protection des actifs, principalement. Aujourd'hui, chaque entreprise elle a un certain nombre d'actifs. Ces actifs ils sont avec un niveau de sensibilité assez différent. On peut les classer aussi de manière différente en matière d'enjeux de sécurité. Et il faut savoir effectivement entreprendre cet exercice de classification, entreprendre ce cadrage un peu d'actifs
avant même de raisonner avec une logique cyber assez technique. Du coup, la gouvernance, elle est très très importante au niveau de la cyber. Et si on a une gouvernance bien réfléchie, bien cadrée, généralement l'implémentation d'une stratégie cyber, même à une échelle un peu plus profonde et un peu plus technique, devient un peu plus facile. Et parfois, ça passe par des attitudes, des comportements, des précautions de base qui ne sont même pas respectées. Là aussi, c'est des éléments sur lesquels vous insistez vis-à-vis de vos clients. Bien sûr, dans le cadre déjà d'une logique de cadrage cyber, il y a ce qu'on appelle la sensibilisation des acteurs et des usagers un peu globaux, quelle que soit leur catégorie, à faire attention, à être un peu à l'écoute de tous les risques cyber qu'on peut avoir et qu'on peut rencontrer. Du coup, c'est l'un des facteurs clés de la réussite d'une stratégie de cyber, en amont même de la gouvernance, en amont même de l'aspect technique. C'est cette dimension de sensibilisation. On rend les gens un peu responsables de leur patrimoine data, de leurs actes, et on les laisse un peu avec nous vigilants dans cette logique un peu d'analyse des vulnérabilités, monitoring et contrôle de manière assez continue. Vous le disiez tout à l'heure, depuis l'époque où vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des bouleversements considérables, ce qui a impacté bien sûr à la fois la qualité, la quantité et les spécificités des missions, des actions qui sont les vôtres auprès de vos clients. Comment est-ce que vous voyez évoluer cet univers de l'IT avec toutes ces révolutions en cours autour de l'intelligence artificielle, autour des enjeux de la cybersécurité, on les évoquait, autour des agents IA qui sont en train de prendre de plus en plus de place dans les entreprises? Bah déjà, c'est une bonne nouvelle pour les acteurs un peu novices parce que aujourd'hui, quelqu'un qui souhaite entreprendre une vraie stratégie de numérisation, de digitalisation, même de monitoring cyber ou autre, va avoir des produits qui vont lui permettre de faire les choses beaucoup plus rapidement et parfois de manière assez rationnelle et assez structurée, chose qui n'était pas le cas il y a longtemps. En même temps, c'est une bonne chose parce qu'on coïncide avec un contexte où le capital humain il est de moins en moins disponible, il faut le dire. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est un facteur qui va venir équilibrer un peu cette contrainte-là. Après, reste à voir au niveau des entreprises comment ils vont adopter un peu et comment ils vont entreprendre un peu cette transformation un peu progressive pour mettre en avant une offre de service basée sur des composants IA assez optimisés. Il va y en avoir de plus en plus. Et orienter un peu leur capital humain et leurs collaborateurs à partir vers cet enjeu de conseil un peu rationnel, de transformation rationnelle, en se basant sur les outils et sur les produits qui existent au jour d'aujourd'hui. L'entreprise qui saura un peu allier ces deux dimensions, je pense que c'est une entreprise qui saura se démarquer demain plus rapidement par rapport à d'autres. Vous parliez de capital humain. Moi, j'aimerais avoir votre regard sur votre propre expérience. Vous avez plusieurs lieux d'intervention à travers le monde. Comment est-ce que vous orchestrez toutes ces ressources sur des missions et sur des sujets qui sont à la fois pointus et hypersensibles? Ouais. Bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enjeu du capital humain, il est le même partout, que ce soit au Maroc, que ce soit à l'international, à l'étranger, en Europe, en Moyen-Orient. On trouve les mêmes problématiques, les mêmes typologies de contraintes en matière de pénurie de ressources, en matière de disponibilité de ressources. Et on est face au même dilemme. Qu'on soit basé au Maroc ou ailleurs, c'est la même chose. Ça, c'est de un. De deux, c'est vrai qu'on a connu des phases beaucoup plus critiques que celles d'aujourd'hui. Je donne un exemple. Depuis l'année 2013 jusqu'à l'année 2017-2018, quand on a lancé une offre d'emploi pour un poste donné, on avait, allez, je cherche un développeur, j'ai une cinquantaine, une soixantaine de candidats qui peuvent faire l'affaire. Aujourd'hui, si j'arrive à avoir un ou deux qui peuvent faire l'affaire, c'est un peu contraignant. Aujourd'hui, un peu moins, mais entre les années 2018 jusqu'aux années 2022-23, c'était un peu difficile. Vraiment, il y avait une pénurie assez critique, il y avait tout un phénomène de fuite de ressources. Mais partout dans le monde, ceux qui sont au Maroc partent en France, ceux qui sont en France partent à la Silicon Valley, ceux qui sont en Inde partent à Dubaï. Bref, il y a eu un peu un gros mouvement, partout. Et il fallait
on était plutôt, moi je parle de mon expérience, j'étais plutôt dans une phase un peu corrective où j'essayais un peu d'adresser toujours et de chercher comment dire, le capital humain disponible dans le bassin où je suis. Or, ce n'était pas la bonne strate, la bonne approche. Il fallait plutôt chercher des modèles, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, à faire collaborer, co-construire un peu des chaînes de valeur, un peu de manière assez verticale, un peu partout dans le monde. On peut trouver sur la même chaîne de valeur d'expertise un consultant au Maroc, un autre à Paris, un autre à Dubaï, un autre en Inde. Et ces équipes-là créent de la valeur, construisent ensemble de manière quotidienne et adressent des problématiques assez spécifiques avec un niveau d'expertise assez exigeant. Et c'est dans cette logique-là aujourd'hui où tout le monde s'inscrit. Là, aujourd'hui, la proximité, la dimension nomade digitale n'est plus un sujet. On trouve, moi, j'ai des personnes qui travaillent avec moi depuis plusieurs années, je ne sais même pas où ils habitent. Hein. Mais ils sont bons, ils savent faire leur métier, ils savent collaborer avec d'autres personnes qui sont aussi distants, et ça crée de la valeur, ça répond à des enjeux métiers, les clients sont satisfaits. Il faut savoir combiner un peu ce type d'expertise, de technicité, d'autant plus avec l'IA, parce que ça va aider à automatiser beaucoup de choses, à simplifier beaucoup de choses. Il faut, pour moi, capitaliser sur cet aspect-là pour bâtir une offre de service assez intéressante par la suite. Ça veut dire aussi qu'on est en train d'assister à une véritable révolution sur la dimension management et gouvernance. C'est quelque chose que vous vous appliquez à vous et que nécessairement vous allez ensuite déployer auprès de vos clients. Nos clients, la majorité l'ont déjà compris. Là aujourd'hui, ils ont un management en grande partie décentralisé. Et même nous, la manière comment on manage aujourd'hui, moi, mon board, il est quasiment à 80% en distanciel. Et ça marche très très bien. Et même avec nos clients, on voit des boards qui sont complètement décentralisés, parfois dans des régions géographiques différentes, même d'un point de vue international. Et ça tourne bien, ça délivre, ça répond parfois même mieux à une logique classique où on a tout le monde qui est concentré. C'est vrai que cette fibre relationnelle humaine, elle est importante. Du coup, on veille à chaque fois à se retrouver autour d'un certain nombre d'événements pour créer et tisser un peu ce lien. C'est important, mais la décentralisation en matière des chaînes de valeur et en matière des fonctions managériales devient quelque chose de complètement naturel. Dernier point par rapport justement à la manière dont vous êtes organisé, on a bien compris qu'il y avait une complémentarité, mais les bassins géographiques dans lesquels vous vous trouvez font l'objet ou font preuve d'une certaine autonomie, où il y a une interconnectivité permanente sur les projets que vous êtes amené à gérer. Il y a beaucoup de complémentarité au niveau des bassins, il y a beaucoup de complémentarité aussi au niveau des expertises. Aujourd'hui, on a des gens qui se trouvent à Paris, d'autres qui se trouvent en Moyen-Orient, d'autres qui se trouvent à Tunis, d'autres nos collaborateurs au Maroc qui travaillent tous ensemble pour adresser des contextes assez larges d'un point de vue géographique et assez diversifié. Vous avez misé aussi sur l'offshoring dans le cadre de vos activités. C'est le modèle que vous allez continuer à déployer à l'avenir, où il y a sur le plan stratégique des réorientations envisagées pour être au plus près du client, parce que ça aussi c'est une de vos préoccupations. L'offshoring n'est qu'une partie de notre savoir-faire aujourd'hui, et c'est une dimension avec laquelle on a démarré, parce qu'on était sur un modèle 100% offshore il y a quelques années, surtout au niveau de la création. Là, on a quand même muté sur pas mal de choses. On est sur un modèle assez central quand même, basé sur une connaissance nationale et une compétence assez intéressante et très qualifiée d'un point de vue national, et qui adresse parfois même des enjeux internationaux, des projets à l'international. Du coup, oui, on est sur cette logique un peu complémentaire. On n'adresse pas que l'offshore, on adresse aussi des clients locaux. Il n'y a pas aujourd'hui un ministère ou une administration au Maroc qu'on n'a pas accompagné. Il n'y a pas un projet un peu phare au niveau de la chaîne de valeur citoyenne où on n'a pas participé. Et ça, pour nous, c'est une fierté. Et on souhaite encore renforcer un peu notre positionnement là-dessus, parce que pour nous, c'est notre base et c'est notre ADN, sinon on ne sera pas là. Mais quand même, on n'est pas fermé, on est à l'écoute d'opportunités à l'international, on répond, on remporte des marchés, on continue. Mais ça représente un équilibre pour nous qui est assez intéressant et qui nous facilite pas mal de choses en matière de management, en matière d'expansion.
IT Road Group, dans 5 ans, vous voyez la société évoluer de quelle manière? Bah écoutez, je la vois déjà plus diversifiée qu'aujourd'hui, je la vois déjà plus grande qu'aujourd'hui. Pour moi, toujours, depuis le démarrage à aujourd'hui, je me dis dans ma tête, on n'est même pas à 5 ou 10% de notre capacité de croissance. Et c'est une devise dont j'y crois, hein. Aujourd'hui. Si j'ai les moyens, bien sûr, peut-être que je ferai 10 fois ou 15 fois ce que je fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque pour cela? Il faut beaucoup de choses. Il faut peut-être, historiquement, on est dans une fibre plutôt technique, plutôt, même si on avait un peu cette souplesse un peu commerciale, sinon on n'allait pas être là où on est aujourd'hui. Mais la vie nous a appris que peut-être qu'il y a des tendances un peu différentes. Il y a de la croissance organique, il y a de la croissance externe. Il y a beaucoup de choses qui peuvent créer de la valeur, qui peuvent accélérer un peu l'expansion et le développement. Et on est maintenant attentif à ce type de choses et on est en train d'analyser pas mal de choses dans ce sens-là. La conclusion de partenariat, par exemple? Aussi, ben, d'ailleurs, on a fait pas mal de partenariats assez intéressants. On est représentant de pas mal d'éditeurs mondiaux en quasi-exclusivité au Maroc. Et ça, c'était quelque chose sur lequel on a donné de la priorité il y a plusieurs années. Et on souhaite conserver un peu cette avance qu'on a. Et on mise sur ça pour qu'on puisse se positionner, se démarquer par rapport à nos confrères. Au cours de ces dernières années, cette dernière décennie, c'est 13 ans exactement depuis que vous avez commencé, s'il y avait un moment frappant, particulièrement émouvant ou même qui suscite un certain sentiment de fierté, quel serait-il? Bah, c'était là, ouais, vous allez trouver que c'est bizarre, mais c'était le Covid. C'était le Covid. Pourquoi? C'est un moment où, par hasard, il y a eu une certaine union nationale qui était magique. Moi, à cette époque-là, en fait, on était dans une logique de transition d'un modèle offshore vers un modèle national. Et on travaille beaucoup avec des administrations et sur des marchés publics et sur des enjeux de transformation assez importants. Mais tout à coup, ça a connu une certaine dynamique, une certaine solidarité que je n'ai pas vécue auparavant. Et j'ai retrouvé un niveau de maturité des administrations marocaines qui est assez exceptionnel et qui a permis de faire beaucoup de choses auxquelles on croyait quasiment jamais auparavant, dans des délais qui sont records. Ça a été un tremplin pour l'entreprise? Oui, c'était un tremplin, c'était là où je pense l'image de marque de l'entreprise, parce qu'on a accompagné pas mal d'usages assez critiques, à ce moment-là a évolué, et un bon exercice pour nous, une bonne épreuve pour nous. Et ça nous a aidé aussi à repositionnement entre un peu notre manière de faire, notre vision, recadrer nos offres de services, donner la priorité à des choses peut-être qu'on ne donnait pas auparavant. Et ça nous a aidé vraiment dans notre expansion. D'ailleurs, on a fait une croissance à 2 chiffres durant les 2 années après le Covid. Le moment le plus difficile, le plus compliqué, celui où en tant qu'entrepreneur on doute particulièrement? Écoutez, moi particulièrement, en fait, ce qui m'a rendu un peu la tâche difficile, c'est que j'étais toujours. Il y avait mes équipes que j'adore, qui étaient avec moi et avec qui on a fait beaucoup de choses, mais et même vers qui je revenais sur des sujets un peu stratégiques, un peu critiques. Mais quand on est tout seul un peu en matière d'actionnariat, parfois quand on a tendance à prendre des décisions, c'est un peu difficile parce que c'est des décisions qui vont conditionner une centaine de personnes. Parfois, c'est des décisions qui sont un peu difficiles à prendre et on a besoin un peu de temps, un peu de maturité pour prendre la bonne décision, être certain qu'on part vers les bons chemins. Sur le plan de la stratégie financière, c'est ça? Gouvernance financière, gouvernance technique, même gouvernance commerciale, positionnement, à tous les niveaux, hein. C'est surtout dans un esprit où il y a un écosystème marché concurrentiel qui est assez important. On est sur un bassin où il y a beaucoup d'opportunités, certes, mais ça reste petit par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Du coup, il y a cette nécessité un peu d'être up-to-date de manière assez continueuse, d'innover, de ne pas rester là sur ses acquis, de chercher toujours un peu le meilleur, de créer des nouveaux concepts qui ne sont pas chez d'autres, etc. Et ça, c'est quelque chose, avec le temps, qui commence un peu à travailler et sur lequel on a besoin d'un coup de main, que ça soit interne, que ça soit externe. Ça implique aussi beaucoup d'agilité.
Clairement, ouais, clairement, clairement. Bah, déjà, la gouvernance commerciale chez nous, elle est très très agile parce que, comme je t'ai dit, ce qu'on vend aujourd'hui, c'est pas ce qu'on vendait il y a 15 ans. Du coup, ouais, on s'adapte vraiment de manière assez continue et d'autant plus aujourd'hui parce qu'on sait que l'offre commerciale d'aujourd'hui ne sera pas celle d'ici 6 mois. Et du coup, on est toujours dans cette quête de changement, de transformation, de veille. Et c'est intéressant. En même temps, c'est un bon challenge. Ça donne une certaine dynamique, un peu de présence, mais ça reste difficile quand même. Dans le temps, dans la durée, c'est un peu difficile. Dans cette optique de partage dont vous faites part là tout de suite, s'il y avait un ou deux conseils à donner à des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, qui souhaiteraient eux aussi se lancer dans l'entrepreneuriat et mener une aventure, notamment dans cet univers de l'IT, des nouvelles technologies. Bah, écoute, il faut y croire. Malgré qu'on a l'impression que parfois ça tient pas la route, mais il faut y croire jusqu'au bout. Si on a une idée, on y va. On se pose pas de questions. Si ça marche, tant mieux, ça va marcher. Si ça marche pas, certainement il y aura quelque chose, il y aura un message qui normalement est censé arriver chez toi dans le bon moment, qui va t'aider pour faire autre chose. Mais il faut toujours y croire, il faut pas, et il faut tenter. Tu as une idée, tu la tentes, il n'y a pas de problème. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tu auras une autre et tu vas la retenter. Et certainement, ça va réussir parce que tu vas capitaliser sur tes expériences précédentes et ça va créer de la valeur à un certain moment. C'est cette dynamique qui vous pousse vers le développement et qui vous a poussé notamment à créer Bitech Media, filiale de IT Road Group, qui nous accueille donc dans ce studio. Ça rejoint quelle philosophie, quelle ambition? Moi, effectivement, j'étais dans un passé en plein milieu un peu digital et presse. Du coup, j'ai fait de la banque, j'ai fait de la finance, j'ai fait de l'industrie. J'ai fait de la presse aussi. J'ai dirigé des groupes de presse, j'ai géré tout le délivré digital numérique d'un groupe. Et cette fibre presse est toujours restée chez moi comme ça, gravée. Et toujours, je me disais, je vais faire quelque chose dans ce sens-là, mais dans le bon moment. Là, il s'avère que le moment est venu, mais il faut tenter. J'ai lancé Bitech Media, qui est une entité presse comme event et digital, pour compléter un peu la chaîne de valeur globale qu'on a aujourd'hui. On fait du conseil, on fait de la technicité, on fait de la transfo, on fait de la strat, on fait de la gouvernance. Aujourd'hui, il faut aussi avoir un organe qui nous accompagne en matière de com, de notoriété digitale, de notoriété en matière de communication, de gestion des événements, de technicité, d'animation, un peu de débat assez intéressant qui, pour nous, peut créer de la valeur d'un point de vue écosystème ou d'un point de vue chaîne de valeur nationale. Et c'est dans ce sens-là où j'ai créé Bitech Media. Et sa petite cousine en France qui s'appelle Bitech Bitech Consulting. Sa vocation, c'est du conseil, c'est de la strat, c'est de la gouvernance, c'est de l'architecture, c'est de la data, c'est de l'interopérabilité. Chacune a un spectre assez IT Road Technologie à Tunis, c'est du pur transfo, du pur digital. IT Road Consulting au Maroc, c'est du conseil, c'est de la transformation. Smartway Digital Solutions, c'est du conseil digital autour du web et du digital qui est basé à Agadir. Et toutes ces entités-là construisent une seule chaîne, un seul acteur et adressent un peu l'ensemble des problématiques de nos clients aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle, pour terminer, à Rachid Ressani en tant que personne au-delà de l'entrepreneur. Comment est-ce que vous gérez votre quotidien, notamment à travers le sport, pour surmonter cette pression que vous évoquez tout à l'heure, ces enjeux, cette dimension stratégique, la veille aussi pour être à l'affût de ces bouleversements qui sont en train de se déployer dans notre quotidien. Qu'est-ce qui vous fait tenir, Rachid Ressani? C'est vrai, tu as mis le focus sur un point d'ailleurs qu'on partage, parce qu'on se croit souvent le matin sur la corniche, sur la corniche en train de courir. On ne se connaissait pas en plus à l'époque. Je fais beaucoup de sport. Je fais beaucoup de sport, peut-être plus qu'il le faut, mais pour moi c'est important parce que ça me permet un peu de déstresser. Plusieurs activités différentes, mais vraiment plusieurs. Je cours, je surfe, je boxe, je fais beaucoup de choses. Je renforce. Bref, le sport pour moi c'est quelque chose de très très important.
Et j'essaie un peu d'allier 1 heure ou 2 heures par jour sur mon activité sportive, quitte à ce que ça soit tard le soir, mais au moins de faire quelque chose et de sentir un peu ma journée à ce niveau-là. Ça m'aide un peu à gérer mon quotidien et à gérer un peu. C'est un élément incontournable. Ah, c'est vital, vraiment c'est vital, et si je ne le fais pas, mes journées ne passent pas comme ils doivent le passer. Qu'est-ce que ça apporte au chef d'entreprise que vous êtes? Bah, ça apaise un peu, ça apaise, ça détend, ça te permet parfois même de revenir sur des scènes qui se sont passées dans la journée, de réfléchir à des problèmes que tu as, de trouver peut-être des alternatives de solutions, pas des solutions, mais des alternatives de solutions. Et c'est toujours bénéfique en quelque sorte à la personne. Le sport, c'est quelque chose de très passionnant, de très vital, et je pense qu'il a que des retombées positives sur la personne qui l'exerce. C'est un conseil que vous donneriez, À tout le monde, primordial, mais clairement. qu'on soit chef d'entreprise d'ailleurs ou Mais pas? quelle que soit mais là, déjà, il y a une prise de conscience un peu globale quand on voit le nombre de sportifs qui courent le matin à 6 heures du matin, aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, on sent qu'il y a un changement, et même dans les salles de sport, même dans les plages, etc., il y a beaucoup de gens qui bougent, hein, et c'est bien, c'est très très bien, je pense, pour beaucoup de choses, pour la stabilité, pour la notion de développement personnel de la personne, la notion de connectivité spirituelle, de mindset, de bien-être, etc. C'est quelque chose de très très important. Vous diriez que c'est aussi un gage de dynamisme économique, le fait Clairement. qu'il y ait cet engouement Clairement. autour de l'activité physique? Déjà, on le voit, les gens qui exercent le sport, généralement, sont des gens qui réussissent beaucoup de choses dans leur vie. Et je pense que le sport en est pour quelque chose. Ouais. Merci beaucoup, Rachid Rissani, d'avoir partagé avec nous ce moment autour des ambitions et des aspirations d'IT World Group, et également de vous être confié par rapport à votre notamment amour pour le sport et à la manière dont ça vous aide à surmonter à la fois les épreuves, mais également à remplir les ambitions que vous affichez depuis maintenant un peu plus de 13 ans. Merci à toi, Wadia, pour cette belle séance. J'ai passé de très bons moments avec toi, et j'espère qu'on refera effectivement cet événement plusieurs fois pour qu'on puisse partager le maximum possible de choses. Avec grand plaisir. Merci.